Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Et oui, je sais, je suis encore à la bourre, mais oh, il m'arrive que des galères. J'ai enfin reçu mon super setup ce matin et surprise, il ne fonctionne pas. Donc toute la journée avec le SAV, on a même emmené la tour chez un informaticien au cas où que ça serait simplement une fiche, etc., etc. Il n'en est rien et du coup le colis doit repartir à l'expéditeur. Enfin bref, du coup ça m'a un peu miné la journée, j'ai un peu retardé le zap et je vais pas vous mentir. Allez, du coup on passe rapidement à notre Fear and Greed Index côté crypto qui est toujours à 27 dans la peur. Du côté des marchés US, aucun changement non plus, on est toujours dans la zone de grid à 63. Avant de vous laisser au zap, j'ai découvert une nouvelle petite fonctionnalité. Alors du coup, quand vous allez sur la chaîne YouTube de Zap Crypto, vous allez trouver un petit onglet qui se nomme chaîne. Et du coup, ça me permet de vous partager toutes mes chaînes indispensables. Il en manque encore, alors n'hésitez pas à venir faire un tour de temps en temps pour voir les mises à jour. Allez, je vous retiens pas plus, installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour un nouveau Zap Crypto. Je vous souhaite une belle vidéo. C'était Zap Crypto. Goldman Sachs qui nous dit la bourse va baisser de 20% en 2023. JP Morgan qui nous dit aux gens de prendre des bénéfices. Goldman Sachs qui dit aussi qu'il est haussier pour le dollar en 2023. Et The Moon Carl, c'est un gros youtubeur Bitcoin des plus connus des millions. Bon, moi je ne suis pas, mais bon. Il a fait une vidéo avec le PDG de Bybit disant que le Bitcoin va valoir 4 chiffres. 4 chiffres, c'est moins de 10 000 $, si tu veux. Donc là, des grands noms de la finance ou des cryptos, alors ça me fait mal à la bouche de dire que Moon Carl c'est un grand nom, mais bon, il est suivi par des millions de personnes, prévoit quelque chose de plutôt bearish. Donc ça peut être un bon signe de bottom. Quand les grands de la finance mondiale te disent « Ah là, ça pue, c'est pas bon, prenez vos profits. Hein. » Ah, peut-être que finalement, le bear market est fini. Voilà. Pendant ce temps aux États-Unis, suite à la chute de FTX, la CFTC a visiblement changé d'avis concernant le statut des cryptos. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'aux USA, il y a la SEC qui, en gros, régule les marchés financiers, et la CFTC qui, elle, régule les bourses du commerce où se traitent les matières premières. Et jusque-là, les dirigeants de la CFTC considéraient que plusieurs cryptos comme le BTC et le TH devaient être qualifiés comme des commodities, ou autrement dit, être soumis à la régulation entourant le commerce des matières premières. Mais hier, le président de la CFTC a visiblement changé d'avis, car il a déclaré que selon lui, la seule crypto qui peut être qualifiée de commodity est désormais le Bitcoin, et donc, de facto, il considère désormais que les cryptos comme Ethereum sont des securities, et qu'elles devraient donc être régulées par la SEC dont le cadre est beaucoup plus restrictif. Donc au final, il semblerait que la chute de FTX va mettre fin à l'éternel débat pour savoir comment devraient être catégorisés les cryptos, et bien sûr, affaire à suivre dans Daily Crypto. Il y a eu quelqu'un, on ne sait pas qui a réussi à modifier le smart contract d'Ancor. Ancor, c'est un smart contract qui permet de faire du liquid stacking sur la BNB Chain. C'est quoi le liquid stacking? C'est comme sur le réseau Ethereum, les tokens STETH. Et ben, il y a pareil sur la BNB Chain. Vous pouvez stacker vos BNB sur le protocole Ancor et ça vous permet d'accumuler les gains, on va dire, sans avoir à staker directement vos tokens. Donc, il y a un attaquant qui aurait pris le contrôle des clés de déploiement des développeurs, en fait, qui déploient le protocole encore. Ils ont ensuite modifié le protocole en intégrant une fonction malveillante qui permet de générer autant de tokens, de faux tokens qu'on le souhaite, donc les ABNBC, qui représentent les tokens stackés sur le protocole encore. Ils en ont généré une quantité astronomique et ensuite, ils sont allés les vendre sur le marché. Et du coup, ça a fait chuter forcément le cours du token en question. Ça valait plus de 300 et ensuite ça valait quasiment plus rien vu qu'ils ont vraiment drainé toutes les poules. Ils ont pu tirer à peu près 5 millions de profits de ce piratage. Ensuite ils ont demandé aux exchanges de bloquer tout ça. Binance, ils ont bloqué aussi un certain nombre de fonds, plus de 3 millions de dollars qui étaient associés aux hackers. On n'a pas les détails exacts de combien, du coup, au final, combien d'argent est sorti de ce piratage, mais il s'est passé quelque chose d'assez hallucinant parce que il y a un trader, on appelle ça un trader opportuniste qui a vu, en fait, qu'il y avait une problématique à ce niveau-là, au niveau des tokens ABNBC qui ne valaient quasiment plus rien à un moment. Il les a pris et il en a acheté énormément. Il en a acheté pour 10 BNB, donc $2 800. Il s'est pris $2 900. Il a acheté ces tokens-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec ces tokens-là, qui représentaient 183 000 ABNBC? Eh ben, il les a déployés sur un autre protocole, le protocole Helio.
C'est un protocole en fait où on peut déposer des crypto-monnaies, emprunter d'autres crypto-monnaies. C'est voilà le Helio protocole sur la BNB Chain. Mais le problème de ce protocole Helio, c'est qu'il n'avait pas le bon prix des tokens ABNBC. Il avait gardé le prix des tokens ABNBC avant la chute du token. Donc quand ça valait encore $300. Donc grâce à ces tokens qui ne valaient plus rien, il a pu emprunter une quantité énorme de stablecoin du protocole Helium, le HAY token, HAY. Il en a pu emprunter 15,5 millions. Donc il a pu transformer $2 900 en 15 millions de dollars. Est-ce que c'est du piratage ? C'est assez compliqué parce que c'est pas lui qui a piraté le protocole encore. Lui, il a exploité une vulnérabilité sur le protocole Helio qui n'avait pas pris le bon prix du protocole ABNBC pour sortir 15 millions de dollars. Donc voilà, il se passe toujours plein de choses dans le monde de la crypto et là, c'était vraiment encore un épisode assez hallucinant. On a le géant des paiements Stripe qui se lance dans le Web3 avec un outil qui aide les entreprises à transformer l'argent en crypto. C'est une très bonne news. Ils ont déclaré ça hier également. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui va être... voilà, de nouveau, on part sur l'adoption. C'est quelque chose qui est bien pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop la crypto-monnaie pour pouvoir faire en sorte de faire leurs premiers achats, pour pouvoir participer. Naturellement, tout ça, c'est lié quand même avec un KYC. Donc, du coup, c'est pas pour tout le monde, mais ce sera surtout pour le côté américain, si je dis pas de bêtises, que ça va être intéressant. Parce qu'on a besoin d'entreprises comme ça aujourd'hui qui viennent pousser un tout petit peu la régulation, parce que la régulation, pour certaines personnes, c'est pas bien, pour d'autres, c'est bien. De mon point de vue, ça va être extrêmement important pour la masse d'adoption, en tout cas à court terme, dans les prochains 2 ans. Et puis, on a des entreprises comme Stripe qui vont naturellement pousser ça au maximum. Et donc, plus de régulation, moins de scammers, moins de fraude également, parce que du coup, il y aura un certain contrôle naturellement sur tout ça pour pouvoir transformer le dollar en crypto-monnaie directement. On a eu une discussion cette semaine avec Amixem, on est parti en couille complet. Et on a commencé à avoir des idées d'entreprise, mais des trucs entre stupides et très 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 malins, tu vois. Mais des trucs en mode, moi j'ai une idée les gars, j'étais trop fier. J'étais trop fier de mon idée. Imaginez une petite pilule, d'accord ? Tu la prends, tu la mets dans les toilettes, ça fait une mousse, et quand tu vas pisser, ça fait aucun bruit. On n'est pas sur le summum du premier rendez-vous. On n'est pas sur le truc qui te permet d'aller aux toilettes tranquille. Ça existe ? Putain ! Mais déjà, 1, comment ça existe ? 2, comment vous savez que ça existe ? Vous achetez des pilules pour pas faire de bruit quand vous lâchez un bronze, vous ? Ah, c'est terrible ! Vous venez de détruire tout, là, sérieux ? Moi qui viens du web marketing, tu vois, qui est fait dans l'achat publicitaire, qui ai vu en fait les techniques de ciblage, c'est affolant tout ce qu'on peut faire avec le ciblage, comment on va déduire des comportements, comment on va essayer de manipuler la pensée, notamment aussi sur Internet et les réseaux sociaux. En fait, c'est très très fort parce que c'est des moments où notre attention elle est un peu en berne, où notre vigilance descend et c'est là où on peut provoquer des achats compulsifs si on fait un ciblage très précis. Et toutes les données qu'on collecte pour cibler les personnes, franchement, c'est impressionnant. Moi, il y a une chose que je vois dans Bitcoin, c'est aussi la privacy, la protection justement de ces données personnelles et notamment des données liées à toutes les dépenses, les données financières. Parce qu'en fait, quand ta banque, elle analyse tout ce que tu fais et quand elle voit toutes tes dépenses, elle contrôle tous les aspects de ta vie. On va t'augmenter le prix de ton assurance parce qu'en fait, tu vas au tabac et que tu achètes des clopes. On va t'augmenter, tu vois, on va peut-être te mettre des amendes, des malus ou des bonus parce que tu as une consommation qui a un impact environnemental ou pas. C'est un petit peu dans les tuyaux. Hein. Et tout ça, en fait, je trouve que c'est très pernicieux et qu'on arrive sur une société de surveillance de masse. Et ça, je pense que tous les bords politiques sont d'accord pour dire que c'est malsain et que c'est pas bon pour une société, que la liberté individuelle aussi, c'est très important. Et donc Bitcoin, ça permet aussi de se prémunir de tout ça. Et alors, pas pour très longtemps, je sais que c'est juste une petite bulle d'air, parce qu'en fait, le combat, il va être permanent et c'est pas gagné encore. C'est pas parce qu'on a Bitcoin qu'on a gagné ce combat-là. Donc, et ça, c'est Satoshi qui le dit, on a un peu de répit, je sais pas pour combien de temps, grâce à ça, grâce à Bitcoin, mais effectivement, ça, il va falloir faire très attention parce que la numérisation de tout va faire qu'on va être contrôlé sur tout. Et en fait, ça va devenir de plus en plus gênant en fait dans nos vies. À quoi pensez-vous en entendant chypriote ? Non, ce n'est pas une espèce rare de champignon, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'île de Chypre. Île faisant partie de l'Union Européenne et comptant 1 200 000 habitants. Ouais, c'est pas bien grand, il y a plus de monde dans le RERD parisien un lundi matin. Le gouvernement chypriote souhaite sortir son épingle du jeu à l'aide des nouvelles technologies et notamment la blockchain et les crypto-monnaies. Rien d'étonnant quand on sait que selon un sondage, 11% de la population de l'île s'intéresserait à la crypto.
Le développement autour de cette technologie permettrait à l'île d'avoir une nouvelle attractivité et de ne pas dépendre uniquement des quelques connards qui viennent profiter des hôtels en bord de mer. On peut également préciser que l'université de Nicosie, la capitale de Chypre, fait partie des grands centres de recherche sur les technologies liées à la blockchain depuis déjà 8 ans. Ils ont d'ailleurs un cours en ligne, disponible pour tous, et truc assez marrant, cette université effectue une remise de diplôme sous la forme de NFT en supplément du format papier. Pour finir, l'île, bien qu'elle fasse partie de l'Union Européenne, reste avantageuse fiscalement. Ils comptent donc tout miser sur leurs connaissances technologiques ainsi que sur leur attractivité fiscale pour attirer de plus en plus d'acteurs du Web3 et ainsi faire vivre leur économie et rayonner de plus en plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, le vieux McDonald avait une ferme. Dedans, il y avait une poule, un cochon, une chèvre, un mouton, un âne, un caneton, une vache, un dindon et finalement, il a tout vendu. Un jour, un type de la ville est venu, un gars d'un certain âge bien habillé qui s'est montré très intéressé par la ferme et ses hectares de terre. Il a payé rubis sur l'ongle, évidemment. Il avait un air de Woody Allen et le vieux McDonald aurait juré avoir déjà vu sa tête quelque part. Quoi de plus normal puisque c'était Bill Gates. Et oui, après Bill Gates, le patron de Microsoft, Bill Gates, le philanthrope, Bill Gates, l'écrivain et Bill Gates, la vedette de Davos, voici venir Bill Gates, le fermier. Depuis des années, Bill fait partie du quintet des personnalités les plus riches du monde et il a énormément d'argent à dépenser. Il a certes promis de tout léguer à sa fondation au moment de sa mort, mais il n'y est pas encore et en attendant, il continue d'investir. Vous le savez, sur Money Radar, on aime bien regarder de temps en temps comment les milliardaires s'y prennent pour faire fructifier leur fortune, encore plus en temps de crise. Et il se trouve que Bill vient d'obtenir le statut de premier propriétaire de terres agricoles aux États-Unis, une récompense qui salue plusieurs années d'investissement. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, il répond qu'il ne sait pas. Ouais, voyez-vous ça. C'est bien connu, Bill Gates fait toujours n'importe quoi sans aucune raison. Et d'ailleurs, s'il continue comme ça, il n'arrivera jamais à rien dans la vie. Forcément, nous, on a voulu savoir. Alors on a creusé un peu. On arrive à une conclusion assez évidente que on ne peut pas inventer du charbon et du pétrole et qu'au bout d'un moment, ça va péter. Mais ensuite, ils en tirent des conclusions politiques. Et qui, elles, sont malheureusement biaisées idéologiquement. C'est-à-dire que faire un post complet pour dire, en fait, quel que soit le système, vous êtes condamné à avoir de l'inflation parce que les prix vont être poussés à la hausse, parce que, en fait, il n'y a plus de ressources. C'est oublier que dans ton système monétaire, les prix ils vont à la hausse, non pas parce qu'il n'y a plus de ressources, mais ils vont à la hausse parce que il y a de l'inflation. Et que l'inflation, elle est décidée dans un bureau. Et que d'ailleurs, c'est là que c'est très hypocrite, c'est que on nous dit l'inflation n'est pas monétaire, c'est pas la faute des banques centrales, il n'empêche que c'est quand même les banques centrales qui sont en train d'augmenter leurs taux. Donc si elles sont pas à l'origine, comment elles peuvent être la solution ? Il y a un côté où c'est le médecin n'est pas à l'origine de la peste, mais enfin il a quand même 2-3 idées pour te soigner, quoi. Non, bien sûr, mais si on considère que le niveau des taux peut faire baisser l'inflation, ça peut pas être unidirectionnel. À un moment donné, ça veut dire que s'il est trop haut, s'il est trop bas, il fait monter l'inflation aussi. Donc, et tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est plus une posture idéologique qu'autre chose. Tu crois ? Oui, je pense. Ah, que même les gars ils savent et que c'est un peu leur péché secret, quoi. Mais je veux dire, en gros, c'est juste une question de cohérence. Si ta thèse, c'est que l'inflation n'est pas monétaire, elle provient d'une crise, d'une guerre et de l'énergie, alors je ne vois pas en quoi baisser les taux, ou monter les taux, va faire réduire l'inflation. Ou alors elle va la faire réduire au détriment de saccager l'entièreté de l'économie. Mais c'est ça le but. Pas vraiment. Le but c'est alors l'entièreté de l'économie, non, c'est ce qu'on appelle le soft landing. Donc c'est l'idée de dire on va massacrer la partie excédentaire de l'économie qui nous embête, ce qui est un concept tout à fait concept quand même magnifique, voilà. Donc c'est des trucs, on sait que ça sert à rien, mais comme ça crée de l'emploi, on garde. On gardait et maintenant on garde plus. Mais oui, mais donc voilà, on comprend bien qu'on est rentré dans une spirale de merde. On est en train de se dire il y a quand même des trucs qui sont excédentaires. Et on le sait. Mais on les préserve parce qu'on est dans cette spirale où, comme il faut consommer, il faut entretenir des emplois qui ne sont pas productifs ou qui sont marginalement moins productifs que ce qu'il faudrait. Il faudrait aussi faire une petite réflexion et une petite introspection au sujet des marchés et de l'immobilier. Alors aux États-Unis, c'est un peu différent que chez nous, mais si on prend le cas des États-Unis, il y a des choses qui commencent à bugger un peu dans tous les coins. Il y a un exemple assez typique qui a été publié dans la presse aujourd'hui, une annonce. BlackRock a annoncé que dorénavant, les gens qui avaient des fonds immobiliers chez eux seraient limités dans la possibilité de les revendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'ils ont des fonds immobiliers investis dans de l'immobilier et qu'aujourd'hui, ils ont un rush de clients qui sont en train de sortir.
pas aussi violent que le rush de ceux qui ont voulu sortir de FTX il y a quelques semaines, mais un rush quand même, ce qui veut dire que les gens sont en train de se tirer des fonds immobiliers parce qu'ils ont peur qu'il y ait un ralentissement immobilier. Et ce ralentissement immobilier, il est réel, il existe sincèrement, et on peut le comprendre assez facilement, parce qu'effectivement, en quelques mois, les taux hypothécaires américains à 30 ans sont passés de 2,3% à plus de 7%. Forcément, ça fait mal. Et ce matin, il y avait un article assez intéressant sur le site MarketWatch qui racontait l'histoire d'une famille qui a acheté une maison il y a 2 ans pour 240 000 $. Ok, rien à voir avec les prix de la ville de Genève, mais il y a 2 ans, ils ont acheté une maison à 240 000 $. Et puis ils ont eu des enfants entre deux, donc ils ont voulu acheter plus grand. Ils ont dû revendre leur maison en perdant 15 000 $ sur la vente de la maison parce qu'entre deux, le marché a ralenti. Et puis quand ils ont voulu acheter la nouvelle, ils l'ont payé effectivement un tout petit peu moins cher que ce qu'ils auraient payé ça l'année précédente. Mais par contre, ils ont un taux hypothécaire qui a triplé en l'espace de quelques mois. Donc je vous laisse faire le calcul. Si vous augmentez la taille de votre maison, que vous la payez plus cher, mais qu'en plus vous triplez votre taux hypothécaire, forcément, il y a des conséquences qui vont venir à long terme. Et donc, on sent quand même qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se craquer aux États-Unis. Et quand on sait l'importance du marché immobilier pour l'Américain moyen et dans sa valorisation de sa fortune personnelle, puisqu'aux États-Unis, on peut taper dans le capital de l'immobilier pour aller s'acheter une voiture, une Tesla électrique au hasard, eh bien, forcément, ça devient quand même un tout petit peu un gros danger parce que ralentissement plus ralentissement égale, eh oui, récession. Du coup, la smart money, elle, où est-ce qu'elle pourrait vendre si jamais, bon après d'ici là avoir le sentiment, si les gens sont toujours en train d'essayer de shorter ce marché, vous savez qu'il peut monter, j'ai fait un point là-dessus, au niveau des taux, etc. Mais du coup, la zone d'imbalance c'est ici, donc grosso modo la zone de liquidité se trouve ici. Donc on a et les stops, un petit peu trop d'opacité, donc on a et les stops, et la RLZ short, et on a zone d'imbalance. Donc pour moi, c'est la zone qui serait pertinente pour que la smart money puisse distribuer. Donc entre 4400 points et 4300, donc on voit qu'il y aura encore de la marge. Hein. Après, je pense que les gens commenceraient à être bullish si le prix commence à être au-dessus de la trendline. Mais voilà. Le trade le plus probable, c'est les gens qui vont shorter ici ou qui vont acheter le breakout. Du coup, on rejette, on piège des vendeurs, bam, on les défonce. On piège ceux qui ont acheté le breakout avec un nouveau dip, et bam, on continue comme ça. Je vois plutôt quelque chose comme ça, honnêtement, s'il n'y a vraiment pas de rejet ici. Mais c'est tellement un trade évident que je vois vraiment pas le marché rejeter ici et faire gagner les gens. Donc un dip qui, en gros les gens se disent bon maintenant faut shorter, c'est bon, bam on les squeeze, les autres achètent le breakout, possiblement on crée des creux par exemple, on nettoie ces creux là et après on défonce tout le monde et on va chercher cette zone où il y aurait de l'intérêt je pense pour la smart money, pour se barrer de ce marché possiblement si tel est le cas. Maintenant, en l'occurrence, les indices restent haussiers, le dollar index reste baissier, donc ça permet de pousser un petit peu les cryptos. Donc on commence avec Bitcoin. Par rapport à la semaine dernière, rappelle-toi, je vais pas revenir trop longtemps sur le sujet, le fait qu'on ait cassé ici le range et qu'on traîne en dessous avec une action de prix qui chasse plutôt les acheteurs que les vendeurs, c'est pas très bon pour une continuation baissière. Toujours pareil, pourquoi ? Parce qu'on couple psychologie de marché. Ok, aujourd'hui les gens sont quand même assez négatifs, pensent un BTC plus bas. J'ai quand même autour de moi beaucoup plus de gens qui, si aujourd'hui je devais leur dire tu vois plus le BTC à 10 000 ou à 50 000, ok, tu dis 50 000, tu passes pour un malade mental en fait, d'accord. Donc ce que je veux te dire c'est que quand il y a, ce que je te disais c'est que quand il y a un breakout, souvent le breakout est puissant, ok, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'il ne laisse pas rentrer la majorité dans un long, dans un achat ou dans un short, une vente évidente, d'accord ? Donc, le fait que l'on traîne dessous ici sous la trading range, sous la cassure, ok, favorise ou en tout cas intensifie un scénario de rebond haussier qui prendrait tout le monde à revers. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que ça favorise le scénario. Et si ça augmente les chances de ce scénario, si ça augmente les chances de ce scénario, tu dois non pas lire l'avenir, mais ajuster ta gestion de risque, d'accord ? Ok, au même titre qu'ici, quand on avait breaké, qu'on avait fait un gros double bottom weekly, à cet endroit, ok, ici on a traîné, qu'est-ce qui s'est passé ? On a invalidé. Ben, ici c'est pareil, ok, on a cassé, on traîne, on peut être invalidé dans les jours à venir. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. On va regarder, pendant qu'on y est, rapidement où on est, juste de façon annuelle où on se trouve, on est en train de traverser 186. On a fait une extension en dessous, mais on est en train de traverser 186, basé sur le mois de janvier 2019, donc année 2019, 2020, 2021, d'accord ? La réaccélération de ce niveau-là, très intéressant. Si on regarde par rapport au plus bas qui a été fait, porté par l'année 2018, bien évidemment, on voit que on est un petit peu en dessous du 786.
si on regarde un petit peu en dessous, hop, voilà, si je mets bien exactement comme ça devrait être, on est au niveau du 786 aussi. Donc on est dans une zone de retracement plus ou moins agressive, classique, que l'on peut retrouver assez régulièrement. L'autre point que je voulais vous donner, c'est que si on regarde, on a bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. On a à chaque fois une année de cassure ici. Et si on compare l'année de cassure par rapport aux autres années de cassure, je compare pas le fait que les autres années c'est mitigé, d'accord, là c'est vraiment une bougie égale 1 an, donc forcément ici on a eu une ouverture qui s'est effectuée là, on a eu une descente qui s'est effectuée, on a ravalé la bougie, on est reparti à la hausse, d'accord, donc c'est-à-dire qu'on a eu tout le début d'année globalement qui a été catastrophique en 2015, sur lequel on a ravalé derrière, et pareil ici on voit bien qu'on a une ouverture, on a une petite cassure, et ensuite on a une accélération, donc on a eu aussi un dip qui s'est effectué dans l'année 2019, on le connaît très bien d'ailleurs ce dip là, et ensuite on a accéléré à la hausse. Mais au niveau de la clôture qui est en train de se faire, bon bah là si on regarde la mise en forme des bougies, on voit bien que les bougies en elles-mêmes ne sont pas habituellement, après le problème c'est que je vous parle là sous une forme de représentation empirique, mais on n'a pas assez d'années pour déterminer si c'est réel ou non, mais en tout cas là c'est la 3e année dans laquelle nous avons une 3e bougie de ce style là, sur lequel on pourrait voir que en effet on a un bloc avec une mèche au-dessus, une mèche en dessous, bloc, mèche, mèche, bloc. Du coup, est-ce qu'on aurait vocation à terminer l'année sous une forme de ranging pour pouvoir consolider cette structure de bougie? Pourquoi pas? Est-ce qu'on aurait une vocation à avoir une année qu'on va, justement, une fin d'année d'accélération pour pouvoir reprendre? Pourquoi pas? Dans tous les cas, ça nous confirme le fait que on risque de passer l'année prochaine, donc la prochaine bougie qui va se dérouler ici, avec potentiellement une continuité baissière ici, puis ensuite un travail haussier léger sur lequel on peut avoir une accélération puis une décélération ou une zone de ranging un peu morne pendant 1 an, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir au niveau des 12 mois, mais bien sûr on en parlera lorsqu'on aura clôturé, donc certainement en janvier on rediscutera de cette partie-là. Une fois que nous avons observé du coup que nous sommes en dessous du coup de base de la majorité des cohortes, nous pouvons maintenant nous intéresser au ratio MVRV et à ses variantes. Le ratio MVRV est un indicateur très très puissant, quoique très très simple, qui mesure en fait le ratio entre le prix spot et le prix réalisé. Donc le prix spot c'est la valeur actuelle du Bitcoin, le prix réalisé c'est la valeur investie du Bitcoin. Ce qui est intéressant du coup c'est que si le prix réalisé est supérieur au prix spot, nous sommes donc dans une période de sous-évaluation où le prix d'acquisition est supérieur au prix réel. Ce qui se passe donc, c'est que nous sommes en perte latente vis-à-vis de notre position. Par contre, si le prix spot est supérieur au prix réalisé, eh bien, le prix du marché est supérieur à notre prix d'acquisition, supérieur à notre prix d'investissement d'une certaine manière, et nous sommes donc en profit. Ce que cela veut dire, c'est que quand le ratio MVRV est supérieur à 1, nous sommes en période de surévaluation ou de profit. Quand le ratio MVRV est inférieur à 1, nous sommes en période de sous-évaluation ou en période de perte latente. Historiquement, il y a très très peu d'occasions durant lesquelles le ratio MVRV est inférieur à 1. On peut les compter sur les doigts de la main, littéralement. C'est une période 1, 2, 3, 4. Je suis gentil, je la compte, mais on pourrait ne même pas la compter parce que beaucoup d'investisseurs et traders considèrent que le crash du Covid est un outlier, donc que c'est un événement de signe noir qui n'est pas vraiment à considérer, qui d'ailleurs a été repris et a été comblé très très rapidement, mais on va le compter ici quand même. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 occurrences dans l'histoire du marché au cours desquelles le ratio MVRV a été inférieur à 1 et a donc signalé une période de sous-évaluation historique et une rare opportunité d'achat. Je vous rappelle que je ne fais pas de conseil d'investissement et que ces décisions doivent être prises de manière personnelle. Je ne fais que vous exposer des données. Le choix reste le vôtre. Cela dit, seul 615 jours dans tout l'historique du Bitcoin ont été passés avec un ratio MVRV inférieur à 1, ce qui nous donne à peu près 13-14% de l'historique du marché. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes actuellement dans une période qui est extrêmement rare et qui n'a été vécue que durant 14% de toute l'histoire du marché pendant environ 2 ans, grosso modo, un peu moins de 2 ans, sur la 14aine d'années que Bitcoin a connu, du moins sur le marché du Bitcoin. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on est dans un moment d'opportunité rare. Et d'ailleurs, si on mesure le MVRV actuellement, il est à peu près aux alentours des 0,81.
ce qui nous donne une perte latente moyenne d'à peu près moins 19%. Si on le calcule, du coup, ça donne, avec le coup de base qu'on a vu plus tôt, un coup de base à peu près $20 000, on est à peu près au niveau des 16 000, ça nous donne une perte d'environ moins 19, moins 20% pour l'ensemble des ETXO du marché, ce qui nous montre bien que nous sommes en période de sous-évaluation importante et que cette période est relativement rare. On la retrouve d'ailleurs au niveau des formations de bottom, que ce soit pour les marchés baissiers de tous les cycles précédents. On passe maintenant sur les arguments techniques et on va commencer par la tendance baissière du BTC en hebdo depuis environ mars-avril et la perte des $35 000 à peu près. On a clairement le Bitcoin qui est devenu baissier. Que ce soit l'action du prix, si on regarde les creux et les sommets, dans une tendance haussière, les creux et les sommets sont ascendants. Dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Et là, depuis mars-avril, on a donc eu ce changement où on a cassé un creux majeur pour passer en tendance baissière. Au niveau d'autres indicateurs que l'on peut regarder pour voir si le BTC est en tendance haussière ou baissière, on a les moyennes mobiles qui sont très utilisées, notamment la moyenne mobile à 21 périodes ou à 50 périodes, et celles-ci sont toutes dans des configurations baissières. On a aussi le RSI qui est pas mal regardé pour voir si un actif est plutôt en surachat ou en survente, et depuis pareil, ce niveau de mars-avril, le RSI est passé sous la zone de neutralité, sous le niveau 50, et ça en général, ça montre plutôt qu'un actif est baissier. Et on pourrait se dire qu'après un moins 80%, c'est un très bon moment pour acheter, que le Bitcoin va rebondir, repartir. Mais si on regarde les précédents cycles, on peut constater qu'à chaque fois qu'on a fait moins 85% à peu près, on a eu une longue remise à plat du cours du Bitcoin sans trop de volatilité, bien chante, bien ennuyeuse avant de repartir. Donc je pense qu'actuellement, ça sert pas à grand chose de se presser. Un autre argument baissier, ça va être l'indice du dollar, puisque le Bitcoin est corrélé à cet indice. À chaque fois que le dollar est plutôt haussier, on a un Bitcoin qui rentre en bear market et inversement. Alors oui, là si on se base sur vraiment du très court terme, on a vu une correction se mettre en place sur l'indice du dollar, mais si on prend des unités comme de l'hebdomadaire ou du mensuel, c'est encore beaucoup trop tôt pour affirmer que le dollar est passé en tendance baissière. J'aurais juste une dernière question que je pose à tous les invités qui passent ici, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que The Sandbox a besoin de quelque chose? Je parle recrutement, briques technologiques, je sais pas quoi, test ou voilà. Et un message peut-être plus général? Oui, alors on recrute, on est effectivement à la recherche toujours de personnes qui ont de l'expérience dans le produit, le développement, parce que c'est vraiment le cœur au final de Sandbox, c'est lorsqu'on améliore notre game maker et les différents produits qu'on met dans les mains des créateurs qu'ils vont pouvoir faire des choses encore plus incroyables. Donc vous pouvez nous trouver sur LinkedIn ou sur par exemple en France la page Welcome to the Jungle de Sandbox. On vous invite à continuer à creuser et à être curieux pour rentrer dans le métaverse. Ne vous arrêtez pas aux premières impressions, etc. Mais demandez-vous vraiment, faire cet effort de créer votre avatar, d'aller explorer, d'aller le découvrir, de vous rendre compte de ce que c'est, ce que ce n'est pas encore, comment ça peut progresser, quel est le potentiel, parce qu'on reste très tôt dans le sujet. Et donc, évidemment, Sandbox il y a 2 ans, Sandbox actuel et Sandbox dans 2 ans, il y aura un gap énorme. Déjà, on s'en rend compte. Donc, je reste persuadé qu'on va continuer à s'améliorer dans le temps. Et à chaque fois qu'en fait une marque ou une personne rentre dans le Web3, crée son wallet, c'est aussi une étape pour elle de rentrer dans le futur, de reprendre le contrôle de ses données, de sa communauté, etc. Donc ça reste aussi un sujet important. C'est un message que l'on envoie aussi au reste de l'industrie en disant voilà, on ne veut pas reconstruire ce qu'on a déjà vécu avec le Web2, on veut un changement. Ce qui est hyper intéressant avec les NFT, pour les artistes, c'est notamment ce qu'on appelle le droit de suite. À chaque transaction, l'artiste touchera un pourcentage sur cette transaction. Une artiste qui pour nous est assez importante, qu'on aime beaucoup, c'est Fatima Hosseini, photographe afghane qui est née en Iran, qui en plus de son travail de photographe est vraiment militante, activiste sur le droit des femmes aujourd'hui dans son pays. On lui a permis de faire des NFT de ces photographies. On les a retravaillées en apportant ce côté aussi vidéo, puisqu'on a des NFT vidéo de Fatima qui sont assez puissantes, parce que en réalité, tu vois, très 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 rapidement,
On a cette photo où on voit une jeune femme afghane en train de jouer de la guitare électrique dans un marché. Tu vois, c'est une photo où tu vois juste la jeune fille avec sa guitare électrique. Et en réalité, dans la vidéo, on se rend compte qu'en fait, tu vois, elle est là, mais les gens la regardent bizarrement, elle se fait un peu bousculer. Enfin, tu vois. Ce qui est hyper intéressant avec le Web3 en général sur l'art, c'est que ça permet aux artistes de travailler des nouveaux médiums. Le NFT en est un, donc ça rajoute à leur, je dirais, un pinceau à leur palette, quoi, tu vois. L'équipe d'Holoride m'a proposé de tester leur solution en direct à l'arrière d'une des Audi qui était garée devant le Palais Brongniart à Paris. Parce qu'en fait, avant, Holoride faisait partie d'Audi. Et donc là, il y a un des membres de leur équipe qui me donne un casque de réalité virtuelle qui est le HTC Vive afin de tester leur monde virtuel. It works, like there is a red blip. Yeah. Donc là, je mets le casque. Là, franchement, c'était assez ouf. Et donc, j'ai l'impression d'être comme dans Inception. En fait, t'es dans une voiture, mais t'es dans un monde virtuel. Donc, c'est comme s'il y avait un monde dans un monde. Et en fait, là, je rigole parce que à chaque fois que la voiture bouge, en fait, à chaque fois que la voiture va de gauche à droite, dans le jeu, tout bouge aussi. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si la voiture, c'était une sorte de veste haptique géante. Et donc là, voilà l'interview avec le CEO. So, hi everyone, I'm with Niels, who is the co-founder and CEO of Holoride. So, welcome to Conch Station. Could you tell me in a few words what is Holoride? Yeah, sure. We have built the world's first motion and location-aware content platform for cars. So, we bring the metaverse to cars, so to say. We call this the Motaverse. On a la genèse des NFT qui se passe sur Bitcoin avec ses rares PP sur la base d'un mème, donc je trouve ça plutôt sympa. Mais maintenant, j'aimerais savoir quels sont les différents cas d'usage, les topologies de NFT, parce que ça ne s'arrête pas forcément à l'art ou à des pictogrammes. Cette question est plutôt pour Clément, ce coup-ci. Ok, merci. Effectivement, en fait, et je trouve que c'est très intéressant que tu aies pu commencer par la vision historique, parce que ça permet de retracer les tendances dans le temps long. Et effectivement, les premières formes de NFT, ce qu'on a vu apparaître, c'est essentiellement des NFT dits collectibles, voire de l'art. Et donc, sauf que nous, enfin en tout cas, j'ai vraiment une conviction qui est de se dire, en fait, c'est un cas d'usage parmi d'autres, et on va voir apparaître de plus en plus, et on l'a déjà aujourd'hui, des NFT dits utilitaires, des NFT, et dans utilitaire, je mets aussi des NFT de jeux vidéo, c'est-à-dire tous les assets digitaux qui vont pouvoir être représentés, mais également aussi des NFT, aujourd'hui on voit beaucoup apparaître des lands, etc. Donc en fait on se rend compte que lorsqu'on essaye de réfléchir à NFT et prendre un pas de recul, c'est de se dire, en fait c'est simplement la possibilité de prendre la propriété sur des actifs digitaux, et quelle que soit leur nature. Et donc on peut encore plus élargir, à se dire, mais en fait ça va complètement révolutionner la manière dont on va interagir avec les objets digitaux dans le futur, puisque n'importe quel format numérique, des photos, des vidéos, de la musique, peuvent être des NFT. Donc finalement, on peut même s'imaginer qu'il y a le point JPEG aujourd'hui qui permet de dire que c'est un format numérique. On peut dire que le point NFT, d'une certaine manière, pourrait être un format numérique qui permet d'assurer une vraie propriété digitale et donc de changer de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec le Web 2, on s'est habitué à être locataire du monde. C'est-à-dire que si j'ai un abonnement de 10 heures, je peux l'avoir pendant 10 ans et le jour où j'arrête, en fait, je perds tout. De la même manière, lorsque je jouais à World of Warcraft, je pouvais passer 1600 heures pour acquérir une épée rare et finalement, elle appartient à une base de données centralisée qui appartient à Blizzard, et si demain on décide de supprimer mon compte, je perds tout. Et en fait, avec le NFT, que ce soit dans les jeux vidéo, la musique, mais tout format numérique, on a la possibilité de se dire, en fait, elle est à moi, je peux l'avoir et je peux la transférer ou pas. Débat sur les soundbands, mais c'est en ça que c'est vraiment révolutionnaire, et c'est en ça que ça dépasse très largement en fait le collectible, puisque ça va être pour nous, quand je dis nous Ternois, c'est-à-dire le format numérique de demain. Donc ta conviction, c'est que les NFT vont permettre aux individus de se réapproprier les données numériques quelque part. Exactement, et c'est en ça que pour moi c'est vraiment révolutionnaire en fait. Alors Ultra, je pense que la majorité d'entre vous connaissent le projet, mais en gros c'est le Steam du Web3. C'est une bibliothèque de jeux, un store de jeux, un magasin de jeux virtuels, tout comme Steam. La seule différence ici, c'est que les jeux seront des NFT et donc vous pourrez revendre vos jeux dématérialisés
avec certaines conditions évidemment, hein. Ce sera l'éditeur qui décidera, ok bon et ben là mon jeu vient de sortir, vous êtes obligé de l'acheter plein pot, et après tant de jours seulement vous pourrez le revendre à minimum tant de % du prix initial, etc. Donc faut aussi que les éditeurs y trouvent leur compte. Mais du coup là la nouveauté c'est qu'ils vont dès le 14 décembre lancer la vague 3 du projet. Alors la vague 3, en fait, elle va vous permettre d'accéder à la plateforme, de naviguer sur le magasin, etc. Et elle va aussi vous permettre d'accéder aux jeux de la plateforme. Alors je ne sais pas quels jeux seront disponibles exactement. Je sais qu'ils ont annoncé qu'il y en aurait plus que sur la vague 2. Et sur leur Twitter, ils ont donné quelques noms, mais j'ai pas remonté tous leurs tweets pour savoir quel jeu il y aurait. Sachant que ce ne seront pas forcément des jeux Web 3. Hein. Là, on parle aussi de jeux totalement classiques, totalement Web 2, sans aucun NFT à l'intérieur. Donc voilà, vous retrouverez probablement des jeux que vous connaissez déjà. Et puis par contre, pour avoir accès à la plateforme, il y a 3 façons de faire. Soit remplir le formulaire que je vous mettrai dans la description. Si vous êtes sélectionné, eh bien tant mieux pour vous, vous ferez partie des heureux testeurs. Soit vous détenez des NFT, enfin ils ont certains NFT sur leur plateforme qui vous permettront d'accéder à l'alpha, enfin à la vague 3. Et sinon, eh bien, vous pourrez participer à des giveaways sur leur Twitter. Donc, il va falloir rester à l'affût sur Twitter. Donc, c'est très très cool. C'est un des projets principaux, un des projets français principaux dans l'univers du blockchain gaming. Donc, c'est très très cool. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.